L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Bonjour, professeur Selima Tabet. Merci d'être ce matin en direct avec nous dans le studio de la chaîne 3. Merci encore une fois. Madame Selima Tabet, nous allons célébrer le 71e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954. S'il vous plaît, professeur, est-ce que vous pouvez revenir sur le cœur et le contenu de la déclaration du 1er novembre ? Oui, tout d'abord, bonjour Nesrine, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la chaîne 3. Et permettez-moi de vous dire d'abord, c'est un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui, cette matinale. Honneur et plaisir partagés. Et encore une fois, merci. Voilà, on se retrouve aujourd'hui en célébrant une glorieuse fête qui est le 1er novembre 1954. Et en cette occasion, on parlera bien sûr de la proclamation du 1er novembre. Premier document de la révolution algérienne, donc c'est un document très important et premier document de la révolution, un document qui a apporté beaucoup de valeurs, Nesrine. Oui. Des valeurs, si on fait des études approfondies sur ces des valeurs, on les retrouve, c'est les valeurs de l'État algérien et des valeurs des Algériens qui portent beaucoup de fierté, qui portent une algérianité vraiment importante. Donc cette proclamation, elle a été écrite, rédigée et faite par, peut-être par la suite, on va parler des groupes des 22, des groupes des 6. Mais c'est bien d'en parler déjà, oui. Voilà, la préparation, parce qu'il faut comprendre quand même que le 1er novembre il n'est pas arrivé comme ça. Donc, c'est une préparation. Moi, j'aimerais toujours revenir sur toute la résistance du peuple algérien dès 1830. Vous savez, tous les pays du monde ont été colonialisés, c'est-à-dire, c'est une évidence. Même la France elle-même a été colonisée. Tous les pays, c'était quand même quelque chose qui existe dans l'histoire. Mais l'Algérie, c'est un cas spécial parce que nous avons connu un colonialisme très difficile. Barbare, il y a les massacres, une extrême violence. Tout à fait. Et plus que ça, il a essayé d'effacer ce qui est algérien. Donc l'identité algérienne. Saviez-vous, Nesrine, qu'il était interdit aux Algériens d'être algériens. C'est-à-dire, on n'était pas des Algériens, on était des indigènes. Et c'est-à-dire, même le mot algérien, on n'était pas algérien. C'était des indigènes. Et c'est-à-dire, on a enlevé notre religion, la langue, c'est-à-dire interdit d'étudier la langue arabe, aussi tout ce qui a une relation avec l'identité algérienne, il était interdit. C'est pour ça, je dirais que cette colonisation, elle est exceptionnelle. Donc, je reviens à votre question. Oui. Et toute cette étape, 1830, il n'a jamais baissé les bras, le peuple algérien. C'est-à-dire, dès 1830, il y a eu la résistance, il y a eu la grande bataille de Stawali, le 19 juin 1830, contre le colonialisme. En plus, beaucoup de résistance populaire, passant par l'émir Abdelkader, Ahmed Bey, c'est-à-dire beaucoup de résistance, arrivant à une résistance en une autre forme. Après, qui est beaucoup plus militaire, peut-être beaucoup non, plus avant militaire, intellectuel. Intellectuel. C'est-à-dire, il y a eu la première, la deuxième guerre mondiale, le peuple algérien, et il y a eu une élite qui a vu que les gens se défendaient autrement à travers les partis politiques, les revendications, la publication, l'écrit. On citerait les oulémas, Bien le sûr. PPA, le MTLD. MTLD. Donc, beaucoup de partis politiques. Mais, arrivant le 8 mai 45, c'était le virage et c'était quelque chose de décisif. Le peuple a compris que tout ça n'aboutit pas à quelque chose. Que l'un ne va pas sans l'autre, que sans la lutte armée, il ne peut pas y avoir d'indépendance. Et voilà. Et là, on est arrivé à, je reviens à l'os 49 avec son premier président, Mohamed Belouzdad Rabbi Rahmou. Après lui, il y a eu Aït Ahmed et Ben Bella. Donc, c'est des jeunes qui ont compris que l'Algérie a été arrachée par force, il faut la récupérer par la force. Et la force, c'était la révolution qu'on va en parler et arriver à la réunion des 22, qui était en juin
Oui. Alors, franchement, moi, je suis restée vraiment accrochée à vos mots. C'est pour ça que je me permets de vous, Oui, de bien vous sûr. couper. Avant de passer à la réunion des 22, parce que c'est important de le dire, c'était, comme vous le disiez, c'était des jeunes. C'était des Oui. jeunes qui avaient une extrême conscience politique et citoyenne. Euh, Quand vous parliez de Ben Bella, quand vous parlez de ses frères d'armes, Oui. parce que pour la jeunesse algérienne qui est un peu déconnectée, il faut leur rappeler que ces gens-là, à leur âge, ils avaient déjà une structure politique, ils avaient déjà une conscience politique, et ils avaient déjà des ambitions et une volonté de développer le pays. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça pour que peut-être ceux qui nous écoutent, les jeunes qui nous écoutent, se rendent compte de tout cet engagement-là et de tous les sacrifices consentis? Oui, c'est une très bonne question, Nesrine, et permettez-moi de vous dire que les gens qui ont déclenché cette révolution, qui ont donné de l'âme à cette révolution, c'était des jeunes. Quand on regarde, moi j'étais directrice de musée, on a un grand tableau des 22, moi je disais toujours aux délégations, quand on regarde les 22, eh bien le Moyen-Âge ne dépassait pas 30 ans. À 28 ans. Guidouche, il avait 25 ans. C'est-à-dire, le premier condamné à mort algérien qui est Ahmed Zabana, il avait 19 ans. Donc vous voyez, c'est des jeunes et ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. C'est la proclamation on va évoquer tout à l'heure. Elle a été écrite par ces jeunes-là et elle portait des valeurs valables jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, tout ça, c'était des jeunes. C'est les jeunes qui ont changé le destin. C'est les jeunes qui ont dit, ça suffit, on fait plus de revendications. Bon, bien sûr, ils ont été bien formés dans ces partis politiques, il y a un bagage majoritaire, oui, il y a un grand bagage. Mais ces jeunes-là qui ont refusé la présence du colonialisme algérien, parce qu'ils sentaient, ils étaient à l'école, ils voyaient la différence. Moi, j'avais un moudjahid, il était jeune à l'époque, il me racontait, il me disait, même la plage, c'est écrit, interdit, pardon de le dire, aux chiens et aux Algériens. Donc, vous voyez cette discrimination, ce sentiment qui a boosté ces gens à organiser cette révolution. Donc, c'est pour ça, les jeunes, maintenant, il faut qu'ils comprennent que cette révolution, cette histoire, que maintenant, on peut voir qu'ils, des fois, ils ignorent ou ils veulent pas l'apprendre. Mais cette histoire, elle a été faite par des jeunes. C'est les jeunes qui ont changé ce destin. Et comme je disais tout à l'heure, il y avait la réunion des 22. Allez-y. Alors, parlez-nous de cette fameuse réunion des 22 et surtout de sa portée. La portée, voilà. On a fait un peu le tour sur la situation, parce qu'il faut quand même parler de la situation de l'Algérie. Après la Deuxième Guerre mondiale, le peuple opprimé, pauvre, malheureux. Vous savez qu'on a eu les plus grandes famines, c'était en Algérie. Ce peuple qui était riche, la richesse de l'Algérie quand même confisquée, hein, c'était les Français, dans les belles quartiers, dans les fermes, et l'Algérien, il est devenu un pauvre malheureux, mal vêtu, mal nourri, c'est-à-dire c'était une situation vraiment catastrophique. Donc ces jeunes ont décidé de organiser une révolution. Cette révolution, elle a été décidée, on parlait tout à l'heure de l'os, c'est-à-dire déjà en 49, ils ont commencé à préparer ce qui est appelé une organisation secrète pour aboutir à la lutte armée. Donc il y a eu la réunion, c'était dans les hauteurs du Medania, dans la maison de l'Ies de Riche, qui regroupait 22. Ils étaient, comme vous l'avez dit, jeunes Algériens. La chose très importante qu'on doit retenir, c'est que toute l'Algérie était représentée. Voyez pourquoi elle a réussi, la révolution algérienne. Parce qu'il y avait cette idée d'union. C'est-à-dire, l'Oranais était représenté, l'Algérois, le Sud, la Kabylie, l'Est, l'Ouest. C'est-à-dire, ils veillaient à ce que tout le monde soit là. Toutes les régions de l'Algérie soient réunies dans cette réunion. Alors, la réunion, il y avait des discussions, des longues discussions, et ils ont abouti à ce qu'il faut quand même passer à l'action armée qui est ce qu'on a à la révolution. Et bien sûr, elle a tout de suite été, c'est-à-dire il y a eu une autre réunion très très importante. On vient de la célébrer ce mois d'octobre, le 24 octobre, qui est la réunion des 6.
Voilà. La réunion des 6, toujours, au début, moi je tire toujours un trait sur l'union et que toutes les régions soient représentées. Ils étaient 5. Après, ils ont constaté que la Kabylie était absente. Donc, ils ont retardé la réunion pour contacter la Kabylie. C'était à travers Kerim Belkacem, qui a rejoint le groupe des 6 avec Kerim Belkacem. Ils se sont réunis à la maison de Bourg-Choura, qui est dans AG Centre, à la Pointe. Et dans cette réunion, elle est très importante parce que c'était la décision. Quand et comment. Là, il y avait le quand et comment. Comment ça a été décidé, le fait de dire, allez, ça va être le 1er novembre 1954, l'appel, ce jour-là, c'est décidé, c'est à cet endroit-là et à cette date-là. Oui, permettez-moi de vous dire que même le mot FLN a été donné ce jour-là. Et la date a été choisie ce jour-là et la proclamation du 1er novembre. Même le mot secret, ce qu'on appelle Kelimet Sir, parce que Kelimet Sir qui était, bon, peu de gens le connaissent, qui était Khalid et Uqba. Voyez-vous, Hadi Kelimet Sir qui a été choisi, on voit la valeur. Je vais vous expliquer. Khalid ibn al-Walid et Uqba ibn Nafa', et vous savez, هو اللي كان داير الفتوحات في المغرب العربي. Voyez la valeur. Voyez que tout a été étudié et je répète toujours, vous avez posé une très très bonne question tout à l'heure, les jeunes, et c'est des jeunes qui ont choisi tout ça. Voyez-vous, donc je vois pas comment maintenant on peut déconnecter de l'histoire, alors que c'est les jeunes qui ont fait cette histoire. Alors il y avait la réunion, ils ont décidé que au début, il y avait cette discussion, est-ce qu'on c'est des partis politiques qui vont mener, est-ce qu'on doit choisir une personnalité qui doit quand même, je me permets de dire, chapeauter tout ça, mais à la fin, ils se sont mis d'accord qu'elle va être une... c'est-à-dire, c'est collectif. Ils vont gérer cette collectif à travers le Front de Libération nationale. Voilà, c'est comme ça qu'a été créé. Avec le Front de Libération nationale, l'armée nationale aussi, elle a été créée, c'est-à-dire en parallèle, l'un s'occupera du côté politique et l'autre, bien sûr. Et il y a un point aussi important lors de réunion des 6, c'est la répartition de l'Algérie. La répartition de l'Algérie, on va en parler juste dans quelques instants, juste après le sommaire de l'actualité. C'est vraiment passionnant, Madame Tebet. Moi, des fois, je suis accrochée à vos paroles pour avoir le plus d'informations possible et on va continuer à en parler toujours au cœur du 1er novembre 1954, 71e anniversaire célébré ce samedi. Bonjour, Madame Salima Tebet. Merci encore d'être avec nous en direct dans le studio de la chaîne 3. On parlait donc de la célébration du 71e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954 et à cette occasion vous êtes présent en force au salon du livre d'Alger qui a débuté ce 29 octobre avec évidemment des livres qui sont mis à la vente, vente dédicaces, des rencontres, des débats qui sont organisés avec des historiens, avec des écrivains. Il y aura énormément d'activités durant toute la période du SILA qui s'étend du 29 au 8 novembre. Est-ce que vous pouvez nous parler du programme mis en place par le ministère des Moudjahidines à cette occasion? Oui, bien sûr. Le ministère des Moudjahidines participe au grand salon du livre en Algérie et via le centre de recherche historique qui participe avec un nombre très important de livres. Savez-vous, Nesrine, que le ministère s'est vraiment plongé dans ce domaine d'édition de livres historiques avec des grandes plumes, des grands historiens et même la nouveauté cette année, c'est qu'on va exposer des mémoires. Dans toute l'histoire, l'étude de l'histoire, on a le côté archives et on a le côté, bien sûr, archives et livres et tout ça, mais on a le côté des mémoires et le ministère des Moudjahidines va exposer beaucoup de livres des Moudjahidines qui ont écrit leurs mémoires. Et ça, c'est autobiographique. Ah oui, c'est quelque chose d'extraordinaire, tel que Ali Kafi, et il y a cette année les mémoires de Sidi Ali Abdelhamid
Moudjahid, j'ouvre la parenthèse, Allez-y, si bien vous sûr. me le permettez, Toujours. de parler de ce grand monsieur, ce grand Moudjahid, que peu de gens le connaissent. Sidi Ali Abdelhamid, c'est parmi les pionniers du nationalisme algérien. Il était avec Messali El-Hadj, il a toujours milité d'une façon extraordinaire et il connaissait pratiquement tout sur la Révolution. Il a participé dans tous les congrès, dans toutes les préparations de cette révolution. Il était jeune, bien sûr, à l'époque. Oui. Et il a fait ses mémoires. Et moi, j'invite tout le monde, et surtout les jeunes, de visiter le stand du ministère des Moudjahidines, des centres des recherches, et voir ce bijou, ce livre de Sidi Ali Abdelhamid, qui est peu connu. Il a beaucoup travaillé dans l'Algérois, et bien sûr d'autres mémoires. Et parlant de ces mémoires, moi je voudrais bien parler d'un projet très important. Allez-y, bien sûr. Du ministère de Moudjahid, qui est les témoignages historiques. Parce que comme vous le connaissez, il y a toujours, c'est comme ça, c'est la vie, c'est fatal. Ces Moudjahidines, on les perd pratiquement tous les jours. Alors le ministère, c'est des années et on est en train de rassembler ces témoignages et maintenant on est en train de les numériser pour rester comme un témoignage vivant. Dans le témoignage, il y a le côté, il y a l'information, mais quand on voit un témoignage, on a le sentiment. Il y a le côté humain qui revient. Il y a beaucoup de côtés. C'est des témoignages filmés? C'est des caméras, oui, bien sûr. C'est des témoignages filmés et vous allez sentir beaucoup de sentiments. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui a subi une torture et il vous raconte, et ça m'arrive, moi personnellement, j'ai été présente, et il commence à pleurer, et il commence à vous raconter des choses. Donc, vous voyez, vous écoutez et en même temps, vous ressentez cette douleur. C'est la mémoire vivante de l'histoire l'Algérie. de l'Algérie, c'est moi je la rassemble en quelque sorte. C'est une fierté, c'est un acte glorieux, c'est une fierté, c'est une douleur, c'est une très grande douleur. Vous voyez quelqu'un qui vous dit, il revient, sa mémoire revient, sa torture, il commence à pleurer devant vous, il vous dit j'étais comme ça, on m'a fait comme ça, on m'a fait comme ça. Donc ce témoignage pour moi il est très précieux. Est-ce que vous avez réuni beaucoup de témoignages? Combien de témoignages vous Oui, avez pu réunir? beaucoup. On a eu beaucoup de témoignages. Moi je vais vous donner quelques chiffres. Alors concernant les témoignages, on a dépassé. Vous avez une soixantaine, une centaine de Non, témoignages? Plus. C'est-à-dire, cette année-là, on a plus que 2400 témoignages en seule année. Les témoignages se font, on se déplace même dans les maisons, les domiciles de ces Moudjahidines, dans les différents musées. Quand même, on a pratiquement 43 musées, plus que le musée national du Moudjahid. On a 2 musées de mémoire, un à Ben Aknoun et l'autre à Oran. C'est des musées. Moi, je voudrais parler sur le côté modernisation. C'est les Très deux bien. musées. Alors, voilà, parlez-nous de la modernisation et de la numérisation déjà au niveau du ministère. Vous avez recueilli les témoignages, vous allez les numériser. Est-ce qu'il y a d'autres projets de numérisation au niveau du ministère des Moudjahidines? Nesrine, je reviens toujours à votre question au début. Les jeunes, vous êtes inquiète. Je ressens que vous êtes inquiète sur cette. C'est important de préserver notre mémoire et donner Exactement. conscience aux jeunes de se dire, ils se sont pas battus pour rien, Voilà. c'est pour vous qu'ils ont fait tout ça. Alors, pour ces jeunes-là, nous avons, le ministère s'est lancé dans cette numérisation, premièrement des archives, de ces témoignages, et aussi de mettre des outils digitaux, des outils que ces jeunes-là, peut-être pour les attirer. Premièrement, dans les musées. On a pratiquement modernisé tous les musées, notamment le musée de la mémoire qui est à Ben Aknoun et le musée aussi de la mémoire qui est à Oran. Ces musées, c'est des musées modernes, c'est-à-dire dans l'Algérie, c'est des grands musées modernes qui sont dotés des écrans tactiles, on a des écrans tactiles, c'est-à-dire c'est des musées à la modernité, des maquettes,
vous allez par exemple au stand de la torture, vous trouvez l'effet sonore, c'est-à-dire vous écoutez vous écoutez les moudjahidines en train de crier, vous écoutez le questionnaire des Français, donc le visiteur vit cette torture. En fait, c'est des visites immersives. C'est comme ça, voilà. Donc, la modernisation des musées aussi, il y a une plateforme très intéressante, Jazair al-Majd. Cette plateforme, d'ailleurs, elle a été faite par des historiens académiques, des professeurs renommés, et vous trouvez toutes les informations possibles. C'est-à-dire, vous cliquez, vous cherchez un événement, une date, par exemple, vous faites le 17 octobre, vous cliquez, vous avez toutes les informations avec photos, c'est-à-dire les témoignages qui ont été donnés, les photos, les lieux, c'est-à-dire, allez, plus on a lancé récemment une application mobile. C'est une application, c'est-à-dire le jeune via son portable peut quand même avoir beaucoup d'informations sur son portable. Un jeu électronique aussi, il a été lancé, c'est un jeu électronique pour les jeunes qui peuvent, surtout pour les batailles, peuvent consulter, peuvent voir ces batailles. Il y a aussi un projet très intéressant sur les lieux de mémoire. En histoire, et le ministère des Moudjahidines, parmi ses grandes missions, c'est la préservation de ces lieux de mémoire. Absolument. Je m'explique, ces lieux de mémoire, c'est en général les centres de torture, c'est aussi les lieux où se sont passés ces événements, et ces lieux de mémoire, on a une grande cartographie, et un jeune peut cliquer et il va avoir le listing, et même le côté touristique, c'est-à-dire le touriste peut éventuellement visiter un lieu, par exemple la maison où s'est tenu le congrès de la Soumam à Bijaya. Donc il a toutes les informations et sur la carte il peut la situer et comme ça il peut la visiter. En fait, vous me faites penser également à la prison de Serkedji qui était malheureusement un lieu de torture. Où en est le projet du musée de la prison de Serkedji? La prison de Serkedji, donc c'est ce monument historique, ce grand monument historique. Même le lieu, même l'endroit où se trouve la prison de le lieu de Serkedji, au niveau, que ce soit dans la Giroua ou dans le monde entier. Voyez-vous, c'est la première condamnation à mort était à Serkedji. La guillotine, on l'a ramenée de France à Serkedji pour avoir la première exécution en Algérie. Donc, c'est toute une histoire. Donc, Serkedji, moi, j'ai l'honneur d'être dans la commission de ce musée-là et je pense qu'il est dans une très bonne voie et les Ajoa vont vraiment pouvoir visiter. Et vous savez, Serkedji, c'est toute une histoire. Il a une partie qui relève à l'époque turque, qui a été récemment restauré et c'est très important aussi, et une autre partie qui va être dotée d'une scénographie moderne, toujours pour préserver cette mémoire tout en gardant les traces de Serkedji, tel le couloir de la mort, avec les différentes cellules, les cellules de Ifton, de Zabana et d'autres, et même la scène de la condamnation à mort. Ça va être très 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 émouvant. Bon, je ne vais pas dire plus. Non, au contraire, nous on essaie de grappiller des informations. Il est en cours, Inch'Allah, ça va être dans très bientôt. Mais chose est sûre, c'est quelque chose de très 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 beau. Parlez-nous des célébrations du 1er novembre, Inch'Allah. Quelles sont les activités ou les principales activités qui seront organisées ce samedi? Le 1er novembre, ça va être une grande fête, une célébration au territoire national, c'est-à-dire c'est toutes les wilayas qui vont célébrer à travers les musées, les conférences, les conférences de presse et les conférences avec on a toujours insisté, est-ce qu'on invite toujours un moudjahid et un historien, un jeune, toujours avec ces jeunes, et même les moudjahidines, on les a organisés pour faire des visites dans les écoles, d'ailleurs
alors la semaine passée, on l'a faite, Mhm. les écoles, on ramène un moudjahid et comme ça, il rentre dans la classe, il commence à parler et donner ses témoignages. Croyez-moi, Nesrine, Oui. moi aussi j'étais surprise, et ben ces jeunes commençaient à pleurer, ils sont très, 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 très touchés. Donc ils ont besoin de ça en fin de compte, ils ont besoin de sentir cette révolution, ils ont besoin de Comment voir. faire? Ils ont besoin d'aller là où ça s'est passé. Tout à fait. Vous me parliez tout à l'heure d'ailleurs d'organiser des visites dans les musées Oui. pour les élèves Non. dès le plus jeune âge. On a tous des enfants, on vit dans cette société et on remarque tous qu'il y a eu que quand même il y a eu cette réticence. Hein, et les jeunes ne vont pas vers l'histoire, c'est-à-dire surtout dans les écoles, ils ont toujours peur de. Ils n'aiment pas, voilà, tout simplement. Vous disiez qu'il fallait Oui, les faire sortir. alors, moi, récemment, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Que ces jeunes doivent sortir, ils vont au musée. Par exemple, il a fait un cours sur on parlait de la réunion des six. En venant au musée, il voit les six, il les voit, les portraits, il voit la maison, il écoute un témoignage. On a des témoignages très intéressants, inédits. Des gens racontaient sur cette réunion. C'est comme ça qu'on aime l'histoire et c'est comme ça qu'on doit faire avec l'histoire pour quand même la faire aimer et la préserver d'abord. Et ça sera d'ailleurs le mot de la fin. Merci beaucoup, Je vous en prie, c'est professeur Tabet Selima, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc que vous êtes historienne et conseillère auprès du cabinet du ministère des Moudjahidines et que vous étiez là à l'occasion de la célébration du 71e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 54.